Donc le titre de mon intervention, comme toujours, c'est l'histoire des titres du RPH. On les prend dans la précipitation et après on regrette amèrement, mais bon. Impair, j'ai demandé à la phonétique de venir à mon secours pour qu'on puisse entendre impair ou impair comme on voudra. Avec une mère, ça ne marche pas. Enfin, pas dans la même fécondité de sens intéressant. Donc devenir père, devenir, déjà, devenir c'est le temps qui passe, passera et passé. Devenir c'est tout le temps en mouvement. Devenir c'est mouvant, devenir c'est instable. Devenir n'est pas sûr et encore moins certain. Devenir c'est être. Être c'est ce qu'il faut pour exister, mais être c'est émouvant et fixe. Être, c'est périssable et immarcessible. Pour toi, alors. Être, c'est les souvenirs et le désir. C'est un oxymore, un clair-obscur qui dure. Devenir, c'est du temps, passé, présent et futur. Et c'est ainsi que je lis cet imaginaire, ce symbolique et ce réel. Qui fait quoi? L'imaginaire, évidemment, c'est le futur, puisqu'on ne peut l'appréhender autrement qu'en se le figurant, en se le représentant, en se l'imaginant. Le symbolique, ça c'est du Édith d'Amorim, excusez-moi, ne prenez pas note, c'est ce qui m'était venu en préparant cette intervention. Le symbolique, c'est notre présent, qu'on est bien obligé de lire et de relier à des symboles, au savoir, pour se sentir ou propre, ou beau, ou intelligent, ou amoureux, ou malheureux. Quant au passé, il est notre réel. Ce qui fut, a été, qu'on peut toujours assaisonner, bien sûr, à notre sauce inventive et fantasmée. Mais on peut bien déboulonner des statues, caviarder la littérature, j'entends la censure qui s'exerce sur les œuvres de ce cher Roald Dahl, le pauvre, et barbouiller les œuvres d'art en prétendant que leurs auteurs sont des impies, on ne changera rien à ce qui s'est créé. La lumière ne se fait que sur les tombes, chante Léo Ferré dans Préface. Devenir jongle avec deviner, du moins en français. On habille, on dessine, on réussit ou on échoue, on croit. Ceux-là ont tort, celles-ci ont raison. Et puis ça se renverse, et c'est un inverse, et ça triomphe encore, ou ça campe toujours. Roger Martin du Gard, c'est juste pour vous dire que je ne suis pas de la nouvelle génération, hein, vous l'aurez remarqué peut-être. Roger Martin du Gard, lors d'une conférence à Stockholm en 1937, énonce qu'il a presque renoncé à se reposer sur des certitudes et avoue son envie de ceux qui ont mis, une fois pour toutes, la vérité dans leur poche. Il approche de la soixantaine et dit qu'il n'a rencontré que des points de vue relatifs et qu'il a souvent révisé ses conjectures de la veille. C'est cela devenir. Il faut avoir le pied marin, pouvoir supporter le roulis entre doute et résolution. Ce à quoi, très précisément, le nouveau-né expose ses parents. Exposition qui peut faire tant de dégâts dans les couples. À propos du doute, je souhaite vous signaler cette autre merveille de la chanson française, d'un autre âge. C'est bien l'histoire, hein, jeunes gens. Interprétée par Anne Sylvestre, qui s'intitule « Les gens qui doutent ». Et c'est une chanson qui, quand le doute est expression d'une saine investigation et non maladive irrésolution, arme préférée des instances intramoïques que sont la résistance du surmoi et le grand autre non barré. Devenir, c'est faire le choix de savoir. Et pour ce qui nous concerne, au sein du RPH, il touche, ces savoirs, à la castration symbolique et à la différence des sexes. Les deux accouchent de la perte qui est toujours déjà là et du manque qui est notre plus grand gain. Entre perte et manque, nous pouvons devenir, c'est-à-dire exister. Ceci n'est pourtant pas une croyance ordinaire, c'est l'expérience psychanalytique qui, offrant à chacun d'entre nous d'associer librement ses pensées, permet de devenir autrement. Notre actualité brûle de savoirs qui font la réclame d'un pouvoir être ce qu'on veut en érigeant l'imaginaire au zénith d'une vie dédiée au feu d'une rampe
qui vomit les extincteurs que sont justement la castration symbolique et la différence des sexes. Quant aux pères qui ont à faire autorité, ils sont promis aux gémonies. Tentons donc de ne pas nous égarer à gravir l'infâme escalier qui tient plus de la haine et de la folle grandeur. Devenons donc pères le temps de ce colloque, pour lequel j'ai fait le choix donc de la phonétique, qui fait entendre ce que ce devenir père peut produire d'impair, ou peut avoir à en passer par l'impair. On l'a lu dans la présentation du colloque, sur la plaquette, le père tient une position de tiers qui sépare. Il est impair dans la dyade qui se recrée entre le nouveau-né et sa mère aussitôt la naissance achevée. Le cordon ombilical que l'obstétricien a coupé pour libérer l'enfant de l'organisme de la mère, ce cordon-là désormais persiste sous forme imaginaire. Et c'est à lui, l'homme qui devient père, de se préparer à le couper pour libérer l'enfant du corps, du désir de la mère. Au RPH, nous faisons une très nette distinction entre organisme et corps, ce que j'ai tenté d'illustrer pour vous ici. C'est une opération pour le moins délicate et de longue tenue qui consiste à substituer le nom du père au désir de mère. C'est Jacques Lacan qui a énoncé ainsi ce fait qui est impérieuse nécessité. Mais ça peut se dire autrement, ce que je me propose de faire à travers quelques cas cliniques qui illustrent ce qui se joue pour l'homme, le couple et l'enfant dans ce devenir père, devenir chargé de doute et de résolution. Je vous parlais de l'expérience psychanalytique. Ce qu'elle a d'unique, c'est que les personnes qui font métier d'écouter les souffrances de leurs semblables passent, elles aussi, par cet exercice d'avoir à dire au plus près de ces vérités qui déchirent, tiraillent. Ainsi, je commencerai par ce que ce devenir père a représenté à mes yeux et à tous mes sens, à chaque fibre de mon corps de mère, dont l'enfant, le premier-né, un soir, a décidé que ça n'allait plus de soi d'aller au lit dans son lit. Ça regimbe, ça pleure, et plus d'un soir sur le métier, il remet l'ouvrage. Son père s'en mêle et me met à la porte de la chambre. J'ai entendu l'enfant appeler « Maman, au secours !» des sanglots plein la voix. Il devait avoir peut-être 2 ans, même pas. Dire que je n'en menais pas large serait un mensonge. J'étais décomposée, oppressée à entendre les grondements du maroufle qui effrayaient, et le fils et la mère séparés par une porte. Et pourtant, passé cet orage, l'enfant se coucha et s'endormit, à ma grande surprise. Le père avait eu raison de ses premières récalcitrations. Bien sûr, d'autres suivront, avec le même et les autres enfants qui naîtront, mais la mère que j'étais à ces différentes étapes, elle a toujours un peu tremblé pour la forme, parce que j'aime trembler sans doute, dans le fond a été rassurée quant à cet homme devenu père et non pas mufle. Dans cet exemple, fruit de mon vécu, se devine le détrônement de la reine-mère. Reine-mère à entendre comme celle qui pensait que tout était beau dans le meilleur des mondes. Et là, j'ai quand même eu à traverser, est-ce que cet homme est vraiment un homme bien? Ou est-ce que c'est une brute épaisse? C'était pas très agréable. Mais bon, donc détrônement de la reine-mère qui croit qu'elle est sûre d'elle, pour qu'advienne le devenir père. Accepter cette séparation lors de cette arrogance du petit être à dormir dans le lit parental a été salutaire pour tout le monde, à commencer pour l'enfant en devenir homme. Le cas d'Orlando, c'est son fils, à peu près au même âge, qui à 18 mois lui a appris à devenir père, car jusqu'alors il n'était qu'un auxiliaire de la mère, à laquelle il obéissait, résigné et inquiet. Le couple avait 2 filles, quand au bout de 6 bonnes années, le délitement de la relation n'étant plus camouflable, une nuit, un coup est tiré, presque par hasard, comme à la sauvette, et la femme tombe enceinte alors qu'elle pensait ne plus pouvoir avoir d'enfant. Et c'est un fils qui naît. La femme fait le choix de quitter son époux en emportant tous les enfants. Comme une mauvaise cerise, le confinement vient parachever l'œuvre d'effacement du père, qui décide à ce moment-là de démarrer une thérapie au téléphone.
Un tel effacement lui compliqua sérieusement la tâche avec le juge aux affaires familiales et jusqu'à son avocat. Il ne parvenait à rien opposer au discours de la mère. Il était celui qui avait tort et qui n'avait aucun droit. À quoi diantre cette triste réalité le faisait penser? À son propre père, qui d'aussi loin qu'il se souvenait, l'avait toujours regardé avec suspicion. Or, ce père, son père donc, alors qu'il était encore qu'un enfant, avait vécu un accident de tracteur au cours duquel son frère aîné était mort. Il se révèle alors cette culpabilité, en guise de devenir, qui se refile de père en fils. Orlando se dépeint comme un fils obéissant à ce père, jamais content, toujours soupçonneux à son endroit. Pas de crise d'adolescence. C'est par le mariage qu'il pensa échapper à ce père, et c'est par le divorce qu'il peut faire le père. Alors que son droit de garde était réduit à peau de chagrin et qu'il ne pouvait voir son fils que 2 fois 4 heures dans le mois au motif que l'enfant était trop jeune, moins de 3 ans, pour être éloigné davantage de sa mère, ce petit garçon de 18 mois s'est battu et débattu comme un beau diable pour faire mordre la poussière aux préjugés des juges, des éducatrices et de la mère. Pour l'heure, Orlando est un père un peu trop comblé par ses enfants et qui ne rêve pas du tout d'avoir une femme dans son foyer. Il est toujours au travail. Odilon a, à l'entendre, un lourd passé de misogyne. Il a pourtant l'étoffe du pénitent et s'est trouvé la compagne qui va avec sa discipline quotidienne. Discipline en tant qu'instrument de supplice. Elle a toujours raison, elle donne le là, il est au diapason et range son désir sexuel dans son caleçon au moindre froncement de sourcil de sa belle. Elle l'a déjà poussé à bout et lui a donné des coups. Mais ils ont eu un enfant ensemble. Et il a même cru qu'il allait enfin être heureux et m'en a remercié et m'a remercié. J'ai manifesté que je n'étais pas d'accord, rien n'y fit. Merci beaucoup, salut, je t'ai vu. Plusieurs années ont passé, il revient, car ils se sont séparés. La question, comment être aussi perclus de culpabilité dans cette manière de se faire homme pour une femme? Il avait 2 ans quand une petite sœur naît, et c'est la dégringolade. D'ange, il passe à démon, et ce rôle ne l'a plus jamais quitté. Quand il était en soirée avec sa compagne, il suffisait qu'elle rie trop avec ses amis pour qu'il se sente pétrifié, gelé sur pied, par l'idée qu'il n'avait rien à faire là, qu'il n'était pas à sa place. Quand l'enfant naît, il est aux petits soins, il est aux anges, un ravi de la crèche. Il se sentait aimé par sa compagne et sa belle famille, même par sa propre famille. Pour devenir père, il y a un préalable. Avoir été aimé, estimé, et surtout par le père, lui-même respecté par la mère. Entendez-vous soudain le ronron de la confusion qui rôde? La mère de qui? Le père de qui? Bon, c'est une parenthèse que je referme, mais qui a tout à voir avec ce devenir père. Le père, ouvrez les guillemets, il est celui qui possède de droit la mère et, en principe, en paix, nous dit Lacan. Or, cette paix est assez loin d'être la pax romana. Elle aurait dû devenir père, car il s'agit bien plus souvent d'une possession amplement contestée, exigeant plus du parabellum, qui entraîne que, si je suis un père a un sens, c'est un sens problématique, indique toujours Lacan. Sens qui fera son chemin inexorablement vers l'impère. Ainsi d'Odilon, qui, après avoir trouvé un logement pas très grand à Paris, souffre 1000 morts de ne pouvoir offrir à son enfant un appartement décent avec une chambre pour elle. Pensant bien faire, il dort avec sa fille dans son lit. Farouche, l'ex-compagne veille. Fais attention à ce que tu fais. Il est tout étonné, presque sidéré, d'entendre que dormir avec sa fille n'est pas ce qu'il y a de mieux pour elle. Il est pris dans cet imaginaire du père qui doit avoir un palais des 1001 nuits à offrir à son enfant. Et il a du mal à croire qu'un simple matelas dans la pièce d'à côté vaut mieux que son lit à lui, le père.
Nelly, une jeune femme qui est en âge de penser à préserver sa fertilité au dire de sa gynécologue, vient de se séparer d'un homme qu'elle fréquentait depuis sa majorité et dont elle a eu à supporter les assauts de la médiocrité sexuelle sans qu'il daigne en parler ni avec elle, ni quiconque d'autre. Pourquoi cette femme s'est-elle montrée si patiente et si endurante? 14 ans de mariage. Car la relation a bien failli l'anéantir. C'est avec l'éclairage de Lacan, toujours, que j'avance dans cette psychanalyse. En effet, voici ce qu'il dit de l'Oedipe de la petite fille. Pour autant que c'est par la voie de ce manque qu'elle a été conduite à cet objet qui est le père. À partir de là, il ne s'en faut pour elle que d'un peu de patience pour qu'au père vienne enfin se substituer celui qui remplira exactement le même rôle, le rôle de père, en lui donnant effectivement un enfant. Un peu de patience, oui, mais cela c'est dans le meilleur des cas, qui n'est pas précisément celui de Nelly, car son père, loin, bien loin de lui tenir le discours de la patience, genre, quand tu seras grande, tu seras une belle jeune femme, tu trouveras un amoureux, etc., au lieu de ce joli discours, lui a adressé sa propre sérénade à lui. Elle garde ainsi un souvenir douloureux de ses 5 ans, où son père est entré dans la salle de bain et lui a parlé de son joli bonbon en plantant son regard sur sa vulve. Un père qui lui déclarait sa flamme tous les jours, « Tu es belle, tu es très belle, intelligente ». Un père qui était très dur avec son fils et qui souffrait des infidélités conjugales de sa femme, dont il faisait des gorges chaudes à table devant toute la famille. Un père qui prétendait n'aimer que sa fille. À 18 ans, quand son père s'est hasardé à l'embrasser dans le cou, elle est partie au bras du premier venu, avec qui elle a été privée de vie sexuelle et d'enfants. Devenir père, ce n'est pas si simple, toujours Lacan. Car il lui faut d'abord chasser loin du foyer qu'il construit la confusion qui rôde, la mère, la belle-mère et tutti quanti. Ensuite, quand l'enfant pointe son nez, il va devoir batailler pour sanctuariser la chambre parentale et puis ferrailler pour que la mère ne se dresse pas contre les premiers pas d'autonomie de son enfant. Ce devenir père me fait songer à la chanson superbe de Claude Nougaro, « Cécile, ma fille ». Il y fit état à sa manière à lui de cette substitution de l'un par l'autre, du père par l'amoureux. Il chante ainsi la confusion entre cet amour tendre et l'autre sensuel. Un père qui évoque le devenir de sa fille en femme entre doute et résolution. Un devenir père avec cette légère confusion poétique du dernier couplet. Que toujours on te touche, comme moi maintenant, comme mon souffle sur tes cils, mon baiser sur ta bouche, dans ton sommeil d'enfant, Cécile, ma fille. Devenir père, c'est procéder sur ce fil tendu entre infamie et probité. C'est mieux d'en avoir conscience si on veut éviter les trébuchements et autres impairs jusqu'au plus inique. Dans cette chanson, j'ai été frappée cette fois par la reconnaissance de ce que Nougaro laissait quand même transparaître cette possibilité d'être déplacé dans son rapport à sa petite fille. Oui, que toujours on te touche, mais non, que toujours on ne te touche pas comme ton père te touche. Il faut bien qu'un homme amoureux puisse toucher cette femme, cette petite fille devenue femme. Mais c'est quand même une très belle chanson. Je vous remercie de votre attention.